Et nous vous retrouvons pour la suite de cette émission. Nous prenons le plateau pour aborder notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire et de la présidentielle de 2025. L'Union africaine s'engage à accompagner le processus. L'Union africaine est disposée à accompagner la République de Côte d'Ivoire pour le bon organisation, le bon déroulement plutôt de l'élection présidentielle de 2025. C'est une déclaration faite par l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, Saleh Anadif Mahamat, et chef d'une délégation de l'Union africaine qui était en séjour en Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus par le président ivoirien Alassane Ouattara. Nous sommes venus d'abord féliciter le président pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continue de faire, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la stabilité de la sous-région de façon générale, et lui exprimer la disponibilité de l'Union africaine à accompagner la Côte d'Ivoire afin que les élections à venir puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. C'est ce qu'il a déclaré face à la presse au terme donc de cette audience avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjao. Oui. La Côte d'Ivoire aura des élections présidentielles le 25 octobre de cette année, 25 octobre 2025 oui. Donc, et le processus se déroule, en tout cas on l'observe, on les décrypte ici souvent sur ce plateau. Certains candidats sont hors jeu pour cette élection. L'atmosphère semble crisper. L'Union africaine, en audience ou bien lors de cette visite en Côte d'Ivoire, se dit est prête à accompagner le processus pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Oui, on a vu la sortie de l'Union africaine qui se dit prête à accompagner ce processus-là du 27 octobre 2025. Et moi, je suis un peu tombé de nuit par rapport à cette sortie de l'Union africaine qui est censée être une organisation qui prévient les conflits. Mais aujourd'hui, c'est tout porte à croire comme si l'Union africaine est juste là pour accompagner les élections que va organiser Alassane Dramane Ouattara et son clan et plébisciter ou bien certifier les résultats que Alassane Dramane Ouattara et ses partisans vont donner, parce que là il ne s'agit pas ils n'ont pas dit qu'ils vont certifier des résultats de qui que ce soit. Mais c'est pour accompagner. Quand on parle d'élection, d'accompagner le processus électoral, aujourd'hui on ne parle pas d'équité quand même, parce que quand tu viens de le dire, il y a les gros poissons qui sont éliminés. Alors qu'on sait très bien que la Cour de justice africaine a rendu une décision demandant au régime en place de pouvoir intégrer le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Cette décision-là n'a pas été appliquée. Et que cette organisation-là aujourd'hui se retrouve à accompagner, ou bien à vouloir accompagner quand même ce processus électoral-là, moi je me pose la question de savoir quelle est la crédibilité d'une telle organisation. Et l'ONU aussi est rentrée dans la danse. Donc à un moment donné, on se dit, le rôle que cette organisation de l'Union africaine là avait joué avant la venue au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, l'organisation l'Union africaine ne va pas encore déroger à cette règle-là. Et ce sont des gens qui font toujours la langue de bois. Ce sont eux qui parlent d'élections inclusives, transparentes et équitables. Mais aujourd'hui, quand tu prends la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'élection transparente. C'est vrai, Tidiane Tiami n'est pas sur la liste électorale, Charles Blé Goudé non plus, Laurent Gbagbo, il n'est pas sur la liste électorale, alors qu'on sait très bien que le processus qui a conduit à exclure et Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de cette liste électorale-là est unique. Donc, à un moment donné, je me pose la question de savoir si réellement l'Union africaine a à cœur la prévention des conflits dans les pays, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur la braise. L'Union africaine ne devrait pas faire cette déclaration de soutenir ou d'accompagner. Ils n'ont pas dit qu'ils vont aller dans le même sens que les autorités. Ils disent qu'ils vont accompagner. Peut-être ils vont apporter une expertise. Peut-être ils vont apporter des recommandations d'amélioration du processus qui est en cours. Mais qu'est-ce que l'Union africaine aujourd'hui veut nous dire par rapport au fait que les candidats sont exclus de la liste électorale? Sa sortie aurait pu venir en amont. Parce qu'aujourd'hui, les candidatures sont closes. La révision des listes électorales, là, ce ne dit que ce n'est plus possible de revenir là-dessus. Donc, à un moment donné, on se pose la question de savoir, quel est le rôle véritable de l'Union africaine? Vous attendez que tout cela se fasse et qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur la braise. Ce week-end, il y a eu des manifestations un peu partout en Côte d'Ivoire. Le PDCRDA a manifesté et les manifestations, ça pilule un peu partout. Avant, c'était Laurent Gbagbo et le PPACI à Beaunois. Donc, aujourd'hui, si vous prenez la Côte d'Ivoire, on sent une tension vivace, et quand on suit les déclarations des partisans du RHDP lors
de leur dernier rassemblement ce samedi, ben, ce sont des gens qui sont sur les pieds de guerre. Quand Kandia Camara dit qu'il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui puisse empêcher Alassane Ouattara de se présenter pour un 4e mandat, quand tu écoutes les partisans du RHDP, tu sens en même temps que ce sont des gens qui se disent, quoi qu'il arrive, leur candidat doit se présenter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui légalement empêche Alassane Ouattara d'être candidat? Ben, si on veut aller sous le coup légitimement, Alassane Draman Ouattara, son mandat est fini, depuis belle lurette. Je vous rappelle qu'il y a une modification de la Constitution. C'est ça qui est mauvais. On a compris finalement la leçon. Quand on modifie, on remet le compteur à 0 et on peut y aller encore. C'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est très mauvais même. Mais ils sont pas les premiers à faire ça. Non, écoutez, Alassane Ouattara, il n'est pas le seul Ivoirien, il n'est pas le seul capable de pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. On ne peut pas vouloir, pour son propre profit, modifier juste une constitution pour rester au pouvoir de vitam aeternam. Aujourd'hui, c'est vrai, la constitution actuelle lui permet d'aller, mais est-ce que c'est raisonnable? C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que légalement, il peut y aller à ces Légalement, il peut y aller. Okay, d'accord, merci légalement, beaucoup. Il peut y aller. Donc, à un moment donné, l'Union africaine doit pouvoir jouer son rôle de prévention de conflits parce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire est encore sur la braise. Il faut faire en sorte que cette crise-là puisse être annihilée et que cette élection puisse se passer dans de bonnes conditions. Sinon, dans les normes, si on voit tous les contours, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout porte à croire qu'on va à une élection chrysogène. Merci beaucoup. Afogabin Adjao, Adam Adjronou, l'Union africaine veut accompagner la Côte d'Ivoire dans l'organisation de son élection présidentielle prévue pour cette année. Ce sera le 25 octobre prochain. Une délégation de l'Union africaine était en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue par le président Alassane Ouattara. Oui, moi je pense, de mon point de vue, que l'Union africaine est venue jouer aux pompiers, justement lorsque pratiquement tout semble être déjà joué. Vous savez, c'est vrai, lorsque vous prenez ces institutions sous-régionales, on veut bien que ces institutions jouent un rôle régalien dans nos États lié au fait que si l'on remonte l'histoire et puis n'allons plus revenir sur ce que l'on sait sur la Côte d'Ivoire, ils ont tous des mécanismes, notamment ils ont des mécanismes d'alerte précoce qui leur permettent véritablement de définir en réalité le degré de subtilité donc des situations dans les pays. Et donc je pense que au début même, en tout cas de cette situation en Côte d'Ivoire qui est assez craintive dans la mesure où l'on ne voudrait plus vivre des événements douloureux que la Côte d'Ivoire a connus. Et justement, lorsque, comme je le disais tantôt, on remonte l'histoire, on constate que nous avons pratiquement les mêmes artifices qui ont conduit donc à en arriver là. Même si aujourd'hui, on sait que l'on est arrivé à pouvoir tirer le son de cette crise-là et ne souhaiterait pas retomber quand même dans les mêmes travers. Il va de soi quand même que ces institutions-là puissent jouer des rôles assez pragmatiques, ce qu'on n'a pas vu. Est-ce que vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous avez parlé d'octobre, et justement, ces institutions également ont à leur sein qu'arriver donc à l'échéance 6 mois de ces échéances-là, notamment la CEDEAO, mais également lorsque nous prenons l'Union africaine, il n'est plus possible quand même de retoucher quoi que ce soit. Maintenant, il vient jouer à quoi? Je pense que le rôle qu'on aurait pu attendre de cette institution, notamment l'Union africaine, c'est justement jouer au dialogue, rapprocher les positions qui sont assez lointaines les unes aux autres. Et justement, pensez-vous que même si Alassane Ouattara n'a pas officiellement annoncé sa candidature, il a dit, lorsqu'il lui veut aborder la question des élections en Côte d'Ivoire, la question qui vient tout de suite, c'est qu'il puisse se prononcer sur sa candidature ou non. Est-ce que vous convenez qu'avec moi que l'Union africaine peut amener les partisans ou notamment le parti d'Alassane Ouattara à pouvoir revenir, en tout cas, sur sa position en ce qui concerne en tout cas l'écartement d'un certain nombre de ténors de la classe ivoirienne, même si la décision n'émane pas d'Alassane Ouattara. Nous savons que lorsque vous êtes au pouvoir et que les institutions qui jouent le rôle d'arbitrage en ce qui concerne dans les élections, on a tendance à dire que ces institutions-là sont pratiquement inféodées donc au parti au pouvoir, ce que personne ne démentirait pas. Donc je pense que
L'Union africaine l'a dit, mais nous attendons de voir. Moi, j'accorde le bénéfice du doute à cette institution-là, mais ce qui est évident, c'est que tout le monde sait que il lui serait difficile aujourd'hui de faire intégrer ces grands ténors qui sont écartés sur la liste électorale, dont nous ne pouvons plus faire acte de candidature de ces élections-là. Parce qu'il y a eu la question judiciaire qui est passée par là. La question politique, beaucoup n'en ont pas parlé, même si c'est le souhait aujourd'hui de ces partis politiques-là. Il n'est pas évident qu'ils puissent donc arriver à pouvoir les intégrer avec la décision politique. Maintenant, la décision institutionnelle que vient jouer aujourd'hui l'Union africaine, est-ce que ça portera ses fruits? L'on n'en sait rien, mais moi, je les accorde le bénéfice du doute. Merci beaucoup à vous, Adam Adjaranou. Gabin Adjaro, quand on établit que légalement, le président Alassane Ouattara pourrait se présenter à une nouvelle élection, et qu'est-ce qui fait le problème? La non-intégration de certains leaders de l'opposition, bien sûr, sur le fichier électoral, c'est ce que vous appelez élément chrysogène, oui. Ou le fait que certains veuillent qu'il y ait un dialogue national et que d'autres disent que le temps du dialogue est révolu, est ce que vous appelez élément chrysogène. Est-ce que quelque part, il ne faut pas aussi voir la réalité en face et décider aussi de faire avec ce qui est plus pratique? Non, il n'y a pas quelque chose qui est beaucoup plus pratique. Quand il y a des problèmes dans le pays, ce qui est normal, c'est que vous vous asseyez autour d'une table en personne intelligente et puis vous en discutez. Et heureusement pour Alassane Ouattara que c'est son opposition aujourd'hui qui demande le dialogue. Normalement, c'est à eux d'accepter et puis d'aller à une table de discussion et là, on va pouvoir participer à une élection assez crédible. Est-ce que c'est une question d'opposition ou de pouvoir qui doit accepter, qui ne doit pas accepter? Bien sûr, si votre opposition est de bonne foi et dit que non, telle que la situation se présente, allons à une discussion. Discutons de la situation et puis résolvons le problème. Qu'elle est en position de faiblesse. Écoutez, tant bien même Laurent Gbagbo était à la CPI, les dernières élections, que Gbagbo n'a pas participé, il y a eu des morts. En 2015, il y avait eu pratiquement 18 morts. En 2020, il y avait eu pratiquement 85 morts. Vous voyez un peu? Donc, nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui, pendant que la situation est encore beaucoup plus délétère, qu'il n'y aura pas encore de morts? Donc, à chaque moment, on va marcher dans le sang pour pouvoir rester au pouvoir? Non. C'est ce que Gbagbo, quand il était au pouvoir, a voulu éviter et a évité lors des premières élections en acceptant le dialogue conduit par l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki. Et ça a permis aux Ivoiriens d'aller à des élections apaisées, même si après, en 2010, ouais, il y a eu une crise qui ne dit pas son nom. Si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas encore appris, surtout le régime en place actuel, qui a eu à vivre un certain nombre de choses, qui a mené une rébellion armée contre Gbagbo, n'a pas encore appris. Je rappelle que le régime n'avait pas mené des rébellions. Pardon, c'est le régime. S'il vous plaît. Parce que il ne faut pas quand même. Non. Moi, je suis factuel. Justement, celui-là qui a conduit la rébellion, Guillaume Soro, il a été premier ministre d'Alassane Ouattara, non? Je rappelle qu'il a été proche de Gbagbo aussi. Il était proche de Gbagbo. Il a démissionné du gouvernement de Gbagbo, dont il était premier ministre. Il était devenu premier ministre de Alassane Ouattara, il était devenu président de l'Assemblée nationale et on a écouté ce que Guillaume Soro lui-même il a eu à dire par rapport au financement de la rébellion. Guillaume Soro, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de sous. C'était juste un jeune étudiant qui a conduit une rébellion et tout. Qui finançait cette rébellion-là? Donc, si aujourd'hui, ce régime-là n'arrive pas à prendre de ce qui s'est passé et veut encore passer dans le sang pour pouvoir rester au pouvoir, ça pose problème. Alors, quel doit être le rôle de l'Union africaine? Le rôle de l'Union africaine doit être d'inciter les deux parties au dialogue. Discuter aussi une ingérence dans les affaires pas du tout. Internes des pays. Non, les accords supranationaux, ça prime quand même sur la loi nationale. Et si la vie des citoyens doit être engagée, mieux vaut discuter, aller à une solution collégiale. Et puis là, on va pouvoir participer à des élections crédibles, transparentes et apaisées. Mais si on veut juste te targuer sur le fait que, bon, nous, on a une loi à respecter. Encore quelle loi d'ailleurs? Si la loi électorale exige que vous devez faire la révision de la liste électorale chaque année et que soudainement vous dites que non, cette année, vous n'allez pas le faire et même si vous devez le faire, ce sera après les élections d'octobre 2025. Ça pose problème. Donc, le mieux pour l'Union africaine aujourd'hui, c'est d'inciter quand même les deux parties à aller au dialogue et de souffler sur la braise pour que les citoyens ivoiriens ne perdent pas la vie lors de ces prochaines élections. Est-ce qu'à l'étape actuelle,
la perspective d'un dialogue est toujours possible. Bien sûr, nous sommes à 5 mois des élections. C'est possible. Et si on dialogue, est-ce qu'on ne va pas être hors calendrier? Mais si on peut préserver la vie des Ivoiriens en état hors calendrier, où est le problème? Le plus important est que les acteurs politiques soient mis d'accord, ou bien soient d'accord par rapport au nouveau calendrier qui sera élaboré. Donc pour moi, le plus important, c'est ça. Si vous écartez des gens, l'Union africaine même, je ne sais pas, le manque de crédibilité, toujours dans l'accompagnement de leurs compagnons, de leurs amis, moi ça me pose un problème. Parce que vous avez la Cour de justice de l'Union africaine, je venais de le dire, a rendu une décision. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette décision-là? On bat ça en brèche et aujourd'hui on dit on va accompagner le processus électoral. Quel accompagnement? C'est juste déléguer des observateurs internationaux qui vont venir dire que non, les élections ont été bien faites, malgré quelques irrégularités relevées de part et d'autre. Cela n'est pas de nature à entacher la crédibilité des élections. C'est ce qu'ils vont faire. Et la CEDEAO, l'Union africaine, même l'ONU est dans cette logique-là. On va où? Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro, Adam Adronou. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui le 16 juin 2025. La présidentielle, jusqu'à preuve de contraire, a lieu le 25 octobre 2025. Est-ce qu'à cette étape, c'est encore possible d'organiser un dialogue comme le veulent certains leaders de l'opposition ou réviser carrément le fichier électoral, intégrer certaines personnes pour que des élections aient lieu cette année et que ce soit des élections apaisées? Je crois que si c'est le prix à payer, pourquoi pas? Si c'est le prix à payer, je pense que mieux vaut le faire que pour éviter, en tout cas, le pire. Donc si c'est le prix à payer, je ne vois pas d'inconvénient. Voyez-vous aussi que ces élections, si elles se déroulent dans ces conditions, sont des élections chrysogènes? Non, vous savez, Alassane Ouattara, je pense c'est un président, lorsque vous prenez aussi bien tout ce qu'il a mis en place, en tout cas, il maintient et conserve véritablement dans ce qui est paix en Côte d'Ivoire. Et il est très rassuré qu'on ne pourrait plus tomber dans les travers qu'on a connus par le passé. Mais justement, non, de toutes les façons, il le dit avec fermeté. Il le dit vraiment avec fermeté. Est-ce que selon vous, la situation le garantit? Il maîtrise la situation. De toutes les façons, je suis certain, il maîtrise la situation. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il pense maîtriser la situation. Vous verrez, de toutes les façons, moi je veux quand même prendre le verre à moitié plein que de prendre le verre à la moitié vide. Mais ce qui est, de mon point de vue, écœurant, c'est justement un peu d'hypocrisie que je lis, en tout cas dans la démarche de l'Union africaine. Tout simplement parce que lorsque vous prenez un peu le speech qui a été dit lors de cette visite-là, on dit vraiment la sous-région a connu des problèmes où c'est une sous-région en crise. Nous le connaissons tous, mais au même moment, ils disent voilà le rôle, nous connaissons tous le rôle qu'a joué la Côte d'Ivoire. Quel est le rôle qu'a joué la Côte d'Ivoire jusqu'au jour d'aujourd'hui lorsque vous prenez les crises que nous avons connues? La Côte d'Ivoire est plus dans des situations assez hostiles avec les pays. Il n'a nullement pas montré d'exemple. La Côte d'Ivoire, je pense qu'en ce qui concerne Alassane Ouattara, il y a une modification de constitution. Ce n'est pas non plus un exemple. Donc le rôle qu'a joué la Côte d'Ivoire, dite par l'Union africaine, c'est justement le mauvais rôle. Est-ce que c'est ce mauvais rôle qui est érigé en exemple que l'Union africaine est venue dire au niveau de la Côte d'Ivoire? J'en doute très fort. Donc ça voudrait dire quelque part que cette hypocrisie qui caricature en réalité le narratif qui a été dit donc en Côte d'Ivoire inquiète. Et justement, va naturellement impacter sur ce qui est fait en ce qui concerne venir accompagner ces élections. Donc, grosso modo, pour chuter, je suis d'accord avec Adjao qui doute réellement ce que fera véritablement donc l'Union africaine pour rapprocher les positions. Donc, pour moi, s'il fallait rapprocher les Ivoiriens, s'il fallait faire de telle sorte que, comme le dit l'Union africaine, que ces élections se déroulent dans de très bonnes conditions, sans incident majeur, comme on le dit par la fameuse phrase de nature, pas de nature à entacher la crédibilité des élections, que devrait faire l'Union africaine selon vous? Non, l'Union africaine devait intervenir en amont, de mon point de vue. C'est déjà tard? Oui, mais c'est un peu tard, parce que c'est pourquoi je le dis, lorsque vous prenez les positions assez tranchées, surtout venant donc du côté d'Alassane Ouattara, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré les appels internes, aussi bien de la société civile, des évêques, etc., je ne pense pas que Alassane Ouattara puisse encore revenir sur sa position. Mais je lui accorde le bénéfice de doute, comme je l'ai dit. Si l'Union africaine, telle que, en tout cas, l'ont annoncé, pourrait donc amener les positions à se rapprocher en faisant donc un dialogue et permettre donc à cette union-là, même si le juridique
parce que nous voyons la rationalité du juridique sur la question du Tidianta, mais également sur la question de Laurent Gbagbo, pourrait donc les amener à véritablement donc apaiser les positions et leur permettre de pouvoir donc participer à ces élections-là. Pourquoi pas? Voilà pourquoi je dis, si c'est le prix à payer, on est quand même preneur pour éviter en réalité des crispations. Puis au-delà des crises, ce n'est pas une question de crise, mais également les crispations ne permettent pas véritablement d'avoir une gouvernance assez saine liée donc à ces 5 ans à venir. Alors, vous dites tout à l'heure que c'est un peu tard, ça veut dire qu'il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas... Et qu'on peut encore toujours sauver des meubles. Qu'est-ce qu'on peut sauver encore dans cette situation? Donc, faire en sorte qu'on puisse avoir en tout cas un dialogue qui permettait quand même à ces positions... C'est-à-dire que l'Union africaine appelle à un dialogue? D'abord, convainc d'abord Alassane Ouattara à pouvoir donc appeler à ce dialogue-là. Ce qu'on ne voit pas, parce qu'aujourd'hui, pour Alassane Ouattara, et d'ailleurs même, il y a beaucoup de discours qui l'ont dit, que les élections présidentielles, en tout cas, Laurent Gbagbo et si ne sont pas concernés par ces élections présidentielles-là. Et Ouattara le disait depuis, avant même que, en tout cas, cette situation juridique et les écartants donc interviennent. Donc ça voudrait dire, depuis des listes, Alassane Ouattara l'a dit clairement que ces élections présidentielles-là, ceux-là ne sont pas concernés. Merci. Donc, si on peut les amener à être concernés, pourquoi pas? Gabin, quelque chose à ajouter? Adam m'a bien passé le ballon, parce que vous savez, c'était Alassane Ouattara qui avait dit que si jamais Henri Konan Bédié perd son âme et Laurent Gbagbo ne se présentait pas, lui aussi non plus, il ne va pas se présenter. Et d'autant que véritablement, il est beaucoup plus âgé que Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié, il n'est plus. Laurent Gbagbo, il n'est pas sur la liste électorale. Mais qu'est-ce qui oblige aujourd'hui Alassane Ouattara à se présenter pour une candidature? C'est vrai qu'il n'a pas encore annoncé sa candidature. Le Congrès ne l'a pas encore fait. Mais tout porte à croire. Et lors des dernières déclarations de ses partisans à Yopougon ce samedi, c'est leur candidat, c'est leur Cristiano Ronaldo. Personne ne va pouvoir le remplacer. Donc, à un moment donné, il faut savoir qu'Alassane Ouattara, il a joué avec tout le monde. Il a toujours été roublard. Il n'a jamais accepté de participer à des élections avec des candidats ténors. C'est toujours des menus frétins qu'il prend pour aller aux élections, pour pouvoir d'ailleurs les gagner de manière frauduleuse pour moi. Donc, il va toujours continuer sur la même lancée pour faire 20 ans au pouvoir, alors que dans d'autres pays, les gens font 10 ans, ils ont déjà réalisé plein de choses. Lui qui est venu hier a dit non, on ne peut pas faire plus de 2 mandats au pouvoir. Il a insisté là-dessus. Aujourd'hui, il est en train de guetter le 4e mandat. Vraiment, je me dis, le monsieur, il n'a pas de mémoire. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.